Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la période de la Révolution française et plus spécifiquement du rapport de celle-ci aux langues régionales, les différentes langues pratiquées en France, mais qui ne sont pas le français, soit qui en sont une langue proche, soit une langue totalement à part. C'est donc tout globalement les langues qu'on va souvent qualifier de patois, mais souvent du coup ce qualificatif est assez péjoratif, en tout cas pour lui dénier le statut de langue. Déjà, bon, petit point de contexte, au moment de la Révolution française, en 1789, si le français est en effet la langue officielle du royaume, ben, les différentes langues locales sont à la fois plus nombreuses qu'aujourd'hui, mais surtout bien plus pratiquées. L'uniformisation de la langue est beaucoup moins importante. Une partie importante de la population, voire une majorité, parle une autre langue, en Bretagne, au Pays Basque, en Corse, dans les régions alsaciennes, et on estime ainsi que 25% de la population du pays ne parle pas du tout le français à ce moment-là. Et donc c'est forcément une question qui va faire débat parmi les révolutionnaires, opposant ceux qui veulent renforcer l'unité du pays autour d'une langue commune, au nom de la République indivisible, etc., et ceux qui ont une vision plus fédéraliste et qui veulent tolérer les diverses langues, notamment même les utiliser pour propager plus facilement les idéaux de la Révolution dans ces différentes régions. Cette opposition va recouper globalement l'opposition entre Girondins et Jacobins, même si c'est plus complexe que cela, qu'il y a certains qui sortent de ces limites-là, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un résumé dans cette vidéo. Au début, en tout cas, la Révolution française est plutôt dans une attitude de tolérance. En juin 1790, ainsi, la Constituante décide que l'ensemble des décrets seront traduits dans les différentes langues régionales. Cependant, dans les faits, l'application de ce décret sera très compliquée. Les traductions ne se font pas toujours, elles mettent du temps à se faire, il y a un manque de traducteurs, il y a un coût pour ces traductions, mais pas assez de moyens, et après il faut le temps de les envoyer dans les différentes régions. Donc l'application reste très limitée, mais on voit quand même une volonté. Cependant, rapidement, l'idée se développe que le français est la langue de la Révolution. Et ça se retrouve par exemple dans les discussions sur l'instruction publique, qui est vue comme un moyen de propager le français. C'est une idée notamment défendue par Talleyrand, qui veut des écoles primaires pour tous, où on apprend le français, et souhaitant ainsi faire disparaître les langues régionales qualifiées de patois, qui sont vues comme un vestige de la féodalité. De son côté, Condorcet avait les mêmes objectifs, et souhaitait également ne pas enseigner le latin dans l'enseignement primaire, celui-ci étant considéré comme peu utile. L'idée d'unifier la langue du pays émerge donc, mais c'est à la fois une volonté difficile à mettre en place du fait d'un manque de maîtres parlant suffisamment le français pour l'enseigner. Dans certaines régions, c'était essentiellement les nobles et les prêtres qui parlaient le français, et ceci était suspect aux yeux des révolutionnaires. On ne souhaitait donc pas leur confier l'éducation des jeunes, et trouver des volontaires pour enseigner dans tout le pays sera impossible au début. Mais en tout cas, donc, dans ce premier temps de volonté d'unifier la langue, ça passe quand même par l'éducation et il n'y a pas de volonté de réprimer l'usage des langues régionales. Cependant, cela va se durcir progressivement durant la suite, notamment avec la terreur. Alors, c'est une période globalement de durcissement généralisé de la politique du pays et de la répression. Alors, on peut débattre de l'usage du terme terreur et des délimitations de la période en termes de répression, notamment le fait que les répressions avaient commencé avant et qu'après la chute de Robespierre, il y aura aussi de la répression. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on a du coup des mesures plus fortes contre les langues régionales, notamment aussi par une association de ces langues régionales aux révoltes royalistes en province, ainsi qu'aux menaces étrangères. L'alsacien ainsi est associé aux menaces des États allemands à l'est, le basque à la menace espagnole. En plus, il y a certains basques qui s'engagent dans l'armée espagnole, donc ça renforce cette association. Et globalement, la diversité des langues est alors vue comme une division du peuple qui doit être unie face à l'oppression monarchique. De plus, le français est vu comme l'assurance que chacun puisse s'investir dans les débats politiques du pays qui se font en français. Donc plusieurs responsables politiques de l'époque vont s'engager contre les langues régionales. On peut par exemple citer le député Barrère qui va s'engager sur la question contre ces langues régionales qu'il qualifie d'idiomes. En juin 1794, ce sera au tour de l'abbé Grégoire de proposer des mesures pour éradiquer ces langues, avec le rapport de l'abbé Grégoire de ce mois-ci. Alors, ce rapport était préparé depuis 1790.
Il s'agissait donc à la base d'une étude approfondie de la situation linguistique du pays qui permet de mettre en évidence plusieurs choses. Déjà, qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale et qu'un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie et qu'en définitive, le nombre de ceux qui la parlent purement n'excède pas 3 millions sur 28 millions d'habitants. Alors ça prend en compte les variantes de la langue française, des langues qui sont assez proches, et au-delà de ces 3 millions de personnes, il y a tout à fait des personnes qui sont capables de se comprendre entre elles. Soit ils parlent comme suffisamment le français pour comprendre un peu ce qu'on dit, soit ils parlent une langue suffisamment proche pour que l'échange soit possible. Mais ça reste qu'en effet, la pratique du français, on va dire officiel, est minoritaire. Pour composer ce rapport, il s'est appuyé sur des clercs, des nobles, des enseignants, des laïcs et juristes, quelques médecins de différentes régions. C'est donc un milieu social particulier. C'est une élite économique et culturelle, appartenant quand même aux 3 ordres différents, mais même au sein du tiers-état, c'est l'élite du tiers-état. Le bas peuple est exclu, mais c'est logique, de toute façon, il n'était pas en mesure de rédiger les réponses pour le rapport, d'avoir à la fois la connaissance culturelle pour établir le rapport et la maîtrise de l'écrit pour l'écrire. Alors on a aussi globalement le fait que ceux qui rédigent ce rapport sont proches des idées de la Révolution et des Lumières. C'est des prêtres qui ont accepté de prêter serment à la Constitution, des membres des sociétés patriotiques, etc. Donc les contre-révolutionnaires ne sont pas consultés. Mais ça permet quand même de dresser un tableau assez complet de la situation linguistique de l'époque. Et ensuite, il propose plusieurs mesures. Déjà, l'éducation, comme c'était proposé par Condorcet et Talleyrand avant, l'éducation doit permettre de renforcer l'usage du français. Ensuite, l'État ne doit utiliser que le français et l'utilisation d'autres langues doit être réprimée. Ainsi, l'article du 2 Thermidor, 20 juillet 1794, vient clôturer cette politique de francisation en prenant plusieurs mesures. L'article 1 déclare ainsi « À compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française. » Quant à l'article 2 de son côté, déclare qu'on ne pourra pas enregistrer d'actes, quels qu'ils soient, même privés, s'il n'est pas en langue française. De plus, dans l'article 3, il est affirmé que tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du gouvernement, qui dressera ou écrira ou souscrira dans l'exercice de ses fonctions des procès-verbaux, jugements, contrats ou autres actes dans une autre langue que le français sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence et condamné à 6 mois d'emprisonnement et sera en plus destitué. Et la même peine est prévue contre tout receveur du droit qui enregistrerait des actes dans une autre langue que le français. Cependant, l'application de cette loi sera réduite, elle aura peu d'effet. Et la plupart des mesures prises alors seront abolies après la chute de Robespierre, souvent par manque de moyens pour les appliquer plus que par des raisons idéologiques. Les nouveaux dirigeants ne sont pas forcément beaucoup plus favorables aux langues régionales, mais ne souhaitent pas mettre de moyens dans cette lutte qui de toute façon n'était pas mis. Si on peut tirer du coup un trait général, on a vu une évolution dans l'attitude vers un durcissement avant que ça se relâche un peu dans les actes, mais dans tous les cas, ce qui a toujours été vu quand même comme le moyen prioritaire, c'était l'éducation. L'éducation était toujours vue comme l'axe central de transformation des usages linguistiques du pays, et ce sera le cas aussi par la suite, puisque l'enseignement public, notamment après l'école obligatoire, va contribuer quand même aussi beaucoup à l'uniformisation de la langue dans le pays, mais ça c'est une autre histoire. Mais en effet, du coup, le français va progresser durant la Révolution française, et en 1815, après la période Révolution française et napoléonienne, il est clairement la langue principale du pays. Et comme je vous l'ai dit, ce processus va se poursuivre. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!